Centrafrique, 6 travailleurs humanitaires ont été tués dimanche dans le nord-ouest du pays. L'information a été rendue publique ce mercredi selon un communiqué de la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA. Au Sénégal, l'opposition réclame la démission du ministre de l'Intérieur, ce après qu'il ait déclaré sur une chaîne de télévision son souhait que le président Macky Sall gagne au premier tour en 2019. En Guinée équatoriale, le principal parti d'opposition Citoyens pour l'innovation CI va se pourvoir en cassation, ce après qu'il ait été dissous par la justice équato-guinéenne. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Ouvrons cette édition par la République centrafricaine. Travaux forcés à perpétuité, c'est le verdict du tribunal de Bangui à l'encontre de 11 ex-Séléka sur les 12 présents devant la barre qui comparaissaient à la session criminelle. 4 chefs d'accusation étaient retenus contre eux sur les 5 d'origine. Et c'est la première fois que des ex-Séléka sont jugés devant les tribunaux depuis le début de la crise. Leur arrestation date du 12 juillet 2016. Dans la même veine, la Cour pénale spéciale, juridiction hybride composée de magistrats centrafricains et internationaux, devrait être effective dans les mois à venir et sera chargée d'enquêter sur les crimes de guerre et contre l'humanité. Restons en Centrafrique où 6 travailleurs humanitaires, dont un du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, ont été tués dimanche dans le nord-ouest du pays. L'information a été rendue publique selon un communiqué publié mercredi par la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA. Les détails à travers cet élément. Dans un communiqué publié mercredi sur Twitter, la MINUSCA condamne le meurtre d'un agent de l'UNICEF et de 5 autres travailleurs humanitaires. Les 6 travailleurs humanitaires ont été tués dimanche près de Markunda, dans le nord-ouest de la Centrafrique. Pour l'instant, l'identité des agresseurs est encore inconnue. Markunda est situé dans le nord-ouest de la République centrafricaine, où des violences ont lieu depuis fin 2017. Les combats opposent dans la région 2 groupes armés rivaux, le Mouvement national pour la libération de la Centrafrique et le groupe armé Révolution et Justice. Selon l'ONU, plus de 65 000 personnes ont déjà fui les combats dans la zone pour se réfugier à Pawa, l'un des chefs-lieux de la préfecture de l'Ouham-Pendé. Au moins 13 travailleurs humanitaires ont été tués en 2017 en Centrafrique dans des attaques similaires attribuées aux groupes armés qui sévissent dans les provinces du pays. Ces groupes armés s'affrontent pour le contrôle du diamant, de l'or et du bétail. La Centrafrique, faut-il le rappeler, est embourbée dans un conflit meurtrier depuis 2013. 4 casques bleus ont été tués et 4 grièvement blessés mercredi après-midi dans le centre du Mali. C'était lors d'une attaque à l'engin explosif artisanal, selon un communiqué de la force de l'ONU au Mali, MINUSMA. Visée par la création de la force du G5 Sahel, les groupes djihadistes tentent depuis quelques semaines de la contrecarrer par des attaques quasi quotidiennes et de plus en plus meurtrières. Le bilan provisoire indique que 4 casques bleus ont trouvé la mort suite à l'explosion d'une mine ou d'un engin explosif lors du passage d'un véhicule de la force de la MINUSMA sur l'As Boni-Djointsa dans la région de Mopti. 4 autres soldats de la paix, grièvement blessés, ont été évacués. Cette attaque intervient au lendemain de la tragique mort de 6 soldats des forces armées maliennes qui ont été tués dans des conditions similaires dans la zone de Ségou, située dans le centre du pays. Par ailleurs, dans la nuit de mardi à mercredi, un terroriste a tué à Djointsa, toujours dans le centre du pays, un agent des eaux et forêts avec une arme à feu. Des zones entières du pays échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères, régulièrement visées par des attaques. Depuis 2015, ces attaques se sont étendues au centre et au sud du Mali et le phénomène gagne les pays voisins. Directement visés par la lente montée en puissance de la force G5 Sahel aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger, les groupes djihadistes tentent depuis quelques semaines de la contrecarrer par des attaques de plus en plus meurtrières. Je l'annonçais en titre, polémique liée à la présidentielle 2019 au Sénégal, l'opposition réclame la démission du ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye. Ce après qu'il ait déclaré sur une chaîne de télévision avoir
le souhait que le président Macky Sall gagne au premier tour en 2019. Plus de précisions à travers cet élément. Accusation de forfaiture, appel à la démission, c'est peu dire que la sortie du ministre a fait réagir l'opposition sénégalaise. Il vient de démontrer aux yeux de tous qu'il ne peut organiser des élections sincères et démocratiques vu son aveu de travailler pour le candidat Macky Sall. Assène dans un communiqué publié le 26 février, le Parti démocratique sénégalais, la formation de l'ancien président Abdoulaye Wade. De son côté, l'initiative pour des élections démocratiques qui rassemble 20 partis et organisations de l'opposition a appelé à un rassemblement vendredi devant le ministère de l'Intérieur afin d'empêcher Aline Ngouille Ndiaye d'organiser les élections et de faire en sorte qu'une autorité indépendante s'en occupe. Le 9 février, environ 1 millier de personnes s'étaient déjà rassemblées à l'appel de l'IED afin de réclamer plus de transparence dans le processus électoral. L'organisation des élections est devenue un sujet brûlant au Sénégal. La faute à l'invraisemblable micmac lors des législatives de l'été dernier autour de la distribution des nouvelles cartes électorales. En raison de l'impréparation du ministère et de projections faussées dès le départ, près d'un tiers des cartes n'avaient pas pu être distribuées à temps, obligeant le président Macky Sall à saisir le Conseil constitutionnel afin d'autoriser les Sénégalais à voter avec d'autres documents. Au Sénégal, une commission autonome est chargée de superviser et de contrôler le processus électoral dont la réalisation incombe au ministère de l'Intérieur. Cette édition suit son cours. Le principal parti d'opposition en Guinée équatoriale, Citoyens pour l'innovation CI, qui a été dissous lundi par la justice équato-guinéenne, va se pourvoir en cassation devant la Cour suprême de justice. C'est ce qu'a annoncé son leader ce mercredi. Les détails. Les avocats du parti CI déposeront dans les délais un recours en cassation auprès de la Cour suprême de justice de Guinée équatoriale, a déclaré son dirigeant Gabriel Nsé-Obiang. J'ai appelé les militants au calme et je leur ai demandé de ne pas réagir car c'est ce que cherche le régime pour les tuer, a-t-il ajouté. Lundi, le parti a été dissous et 21 de ses membres ont été condamnés à plus de 30 ans de prison lors d'un procès de 147 militants de CI à Mongomo sur la partie continentale du pays et fief du président Teodoro Obiang Nguema. Les autres accusés ont été libérés. Nous savons que la justice en Guinée équatoriale est manipulée par le président Obiang qui a dicté la sentence de dissolution de CI, a accusé Nsé-Obiang. Si rien n'aboutit devant la justice guinéenne, CI ira devant les tribunaux internationaux car Obiang a commis des crimes contre l'humanité et des crimes d'État, a-t-il affirmé, rappelant la mort du militant Santiago Ebela en prison en janvier selon lui à la suite de tortures. Citoyens pour l'innovation avait gagné le seul siège au Parlement non acquis au pouvoir lors des élections législatives de novembre. Le régime a vu notre force lors des élections du 12 novembre 2017. Le gouvernement sait que CI peut gagner les élections. C'est pourquoi ils ont décidé de dissoudre le parti, a estimé Nsé-Obiang. Le deuxième parti d'opposition de Guinée équatoriale, le Parti Convergence pour la démocratie sociale, CPDS, a pour sa part dénoncé dans un communiqué un plan consciencieusement tracé par le général Obiang pour en finir avec l'opposition critique et revenir au système de parti unique. D'une Guinée à une autre, cette fois-ci à Conakry, après plus de 2 semaines d'une grève qui paralyse le secteur de l'éducation, des négociations se sont ouvertes le 28 février au palais du peuple de Conakry. De part et d'autre du médiateur de la République, Mohamed Saïd Fofana, siègent les représentants du gouvernement et le bureau exécutif du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, principal syndicat d'enseignants sous l'œil des autorités religieuses. À l'issue de cette première journée, les syndicalistes semblent mener la danse. Première victoire, la reconnaissance d'Aboubacar Souma, principal leader de cette grève d'abord qualifiée de sauvage par les autorités. Reçu le 27 février par le président de la République Alpha Condé, il siège désormais à la table des négociations. Il vient d'obtenir la levée des sanctions à son encontre, sa première revendication, mais reste intraitable sur la seconde. Augmentation immédiate des salaires à hauteur de 40% avec effet rétroactif. Malgré le fait qu'ils ont essayé de déballer les problèmes liés au budget, les 40% sont non négociables, déclare Aboubacar Souma. Seul le paiement de ces 40% nous amènerait à suspendre la grève. Un quart de la somme a déjà été versé, répond le gouvernement qui promet un paiement échelonné sur 2 ans.
Malgré toute la bonne volonté du gouvernement, il y a aussi des limites et cette limite réside dans les difficultés de trésorerie que l'État rencontre, mais également dans les accords et les engagements que nous avons avec nos partenaires, affirme Thibou Camara, ministre d'État. Il y a ce que nous voulons et il y a ce que nous pouvons. Le ton monte du côté des syndicats. Les leaders religieux appellent à plus de courtoisie. Les discussions se poursuivent entre les deux parties. Recep Tayyip Erdogan poursuit sa tournée africaine. Il est arrivé mercredi après-midi à Nouakchott, la capitale mauritanienne, pour une visite de quelques heures. Il s'agit de la première visite d'un chef d'État turc en Mauritanie en provenance d'Algérie et accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires. Le président turc n'a pas fait de déclaration à son arrivée à l'aéroport. Recep Tayyip Erdogan a été accueilli par son homologue Mohamed Ould Abdelaziz à l'aéroport de Nouakchott, la capitale mauritanienne. Le président turc s'est entretenu au palais présidentiel avec le chef de l'État mauritanien avant la signature de plusieurs accords de coopération. Ces accords concernent le domaine de la pêche et de l'économie maritime, l'agriculture, le renforcement et la protection des investissements, le tourisme, la coopération dans le domaine des hydrocarbures et des mines, la circulation et le séjour des personnes, la présence en Mauritanie d'écoles turques et la coopération en matière des bourses de l'enseignement supérieur. Recep Tayyip Erdogan a quitté la Mauritanie en début de soirée de mercredi pour se rendre au Sénégal voisin, avant-dernière étape d'une tournée africaine qui s'achèvera vendredi au Mali. Depuis son arrivée au pouvoir en 2003, le président turc a entrepris de renforcer les liens entre la Turquie et le continent africain, un effort qui s'est concrétisé notamment par la multiplication des ambassades turques et des dessertes de la compagnie Turkish Airlines. En parallèle, il s'efforce d'y combattre l'influence qu'a bâtie le prédicateur turc Fethullah Gülen, bête noire d'Ankara, qu'il accuse d'avoir fomenté le putsch manqué en 2016. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.